Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Aolas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sans Frontières. Je vous rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux et la page Facebook d'Aolas TV. Au programme ce soir, en ce dimanche, nous ferons un point sur la situation du Covid en France, précisément en région parisienne, direction le sud dans le Val-de-Marne. Le sénateur Pascal Savoldelli est avec nous pour nous en parler. Nous allons aussi revenir sur une grande période douloureuse de l'histoire de l'Algérie. Une page importante de cette histoire oubliée, ignorée des manuels scolaires. Il s'agit des premiers hommes qui se sont révoltés et battus contre le colonialisme à travers les insurrections populaires. Suite à cette révolte, ces hommes seront déportés sur cette terre lointaine à plus de 20 000 kilomètres d'Alger. C'est la Nouvelle-Calédonie. Entre 1864 et 1897, ce sont exactement 2106 Maghrébins, dont une très grande majorité d'Algériens, qui vont être déportés en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, les déportés, leaders politiques qui se sont donc révoltés pour libérer leur pays. Vous le savez, une indépendance qui arrivera seulement en 1962 pour se libérer de l'emprise coloniale française, mais cela reste une minorité. Près de 130 personnes seulement sont concernées sur ces 2106. Notre invité nous en parlera tout à l'heure. Puis on retrouve aussi les délinquants et les criminels de droit commun. Ce sont les transportés ou encore les relégués. Dans une terre donc marquée de douleur et de souffrance, qu'avaient fait donc ces Algériens pour être condamnés aux travaux forcés et à l'exil, kidnappés et privés de leur famille à vie. Pourquoi ont-ils été déportés dans ce pays qu'ils vont découvrir, appelé d'ailleurs Khaldoun? Comment ont-ils réussi à se faire une place? Comment se sont-ils intégrés en Nouvelle-Calédonie et surtout à quel prix? Pourquoi ce passé difficile encore aujourd'hui reste si douloureux, notamment pour les descendants? L'écrivain, historien Mustapha Hadji Ali est avec nous pour nous en parler, nous apporter des réponses et des éclaircissements. Et pour finir, le coup de cœur ce soir sera consacré à une organisation non gouvernementale qui a vu le jour en 91. C'est le CIF, le Secours Islamique France, qui est à l'honneur ce soir, notamment qui a vocation pour aider les plus démunis dans l'humanitaire, dans le domaine de l'assistance, la santé ou encore l'éducation. Sachez que le CIF vient d'obtenir jusqu'en 2023 le label Don en confiance. Dans quelques instants, j'accueille Pascal Savoldelli, le sénateur du Val-de-Marne, qui va nous en parler de ce Covid-19. Je voudrais juste tout de même, bien évidemment, rendre hommage à notre ami Mick Leouf, que vous connaissez très très bien et qui est aujourd'hui appelé en tout cas à se rendre au commissariat des Ouadiyas. On en parlera tout à l'heure. Pascal Savoldelli, bonjour. Bonjour. Bienvenue Pascal Savoldelli, je rappelle, vous êtes sénateur du Val-de-Marne, conseiller du Val-de-Marne au Parti communiste français. Alors vous, c'est clair, vous êtes très très remonté contre le gouvernement, j'ai envie de vous dire. D'un point de vue général, avant de rentrer dans le détail, comment jugez-vous la gestion de ce coronavirus, de cette crise sanitaire, sachant tout de même, sans me faire l'avocat du diable, mais c'est une inconnue, c'est une première pour la France, pour aussi d'autres pays. Mais on a senti tout de même, depuis maintenant le début mars, beaucoup de contradictions, des tests manquants, des masques, impossible de trouver des masques, un déconfinement prévu à telle date, pour qui, comment et où faut-il travailler, ne pas travailler. D'un point de vue général, comment vous pourriez juger, j'ai envie de vous dire, ou évoquer cette gestion par le président de la République, son Premier ministre, entre autres. Merci d'abord de l'invitation que vous me faites. Permettez-moi d'avoir un petit mot pour l'ensemble de la communauté algérienne. Au Sénat, j'ai fait le choix d'être au groupe d'amitié France-Algérie. C'est vrai. Et je sais que l'Algérie est un des pays d'Afrique qui vit très difficilement l'impact aussi du Covid-19. Et sans m'ingérer dans la vie politique et institutionnelle de l'Algérie, mes valeurs étant ce qu'elles sont, je souhaite vraiment que toutes les mesures liées à cette crise sanitaire ne soient pas utilisées, manipulées, instrumentalisées pour des reculs démocratiques d'expression, qu'elles soient sociales ou politiques. C'est vrai dans mon pays, la France, mais ça doit être vrai aussi pour l'Algérie. Voilà, cette marque-là est en fait. Je vais dire que la question que vous me posez, moi je la prends très concrètement sur le terrain d'un département comme la Val-de-Marne.
Je dis à nos amis, c'est le sud de Paris, c'est près d'1 400 000 habitantes et habitants. Et j'irais dire que j'ai été confronté à deux questions sur le terrain. Un problème de compétence, de solidité, une sorte de rigueur, de raisonnement par rapport à l'arrivée du Covid. Je pense à notamment la question des masques, où tout virologue, tous les spécialistes des épidémies, des virus, savent que le masque est quand même la première des protections du point de vue de la sécurité sanitaire et de santé publique. Et là, il y a eu un balancier qui est quand même extrêmement dangereux et qui a révélé quand même certaines incompétences sur le port du masque. Et puis après, il y a une logique qui a été celle du gouvernement, c'est de toujours privilégier, j'irais dire, les plus fortunés, les plus riches. Je le vois. On va y revenir, on va y revenir, Pascal Savoldelli, notamment sur votre coup de gueule contre Gérard Darmanin, et ça a fait la une de la toile sur ces 3 milliards de l'ISF. Mais d'un point de vue général, comment vous avez-vous vécu cette cacophonie, un peu cette contradiction? Je n'ai pas spécialement envie d'entrer dans les détails parce qu'on pourrait y passer quelques minutes, mais malgré que ça soit une inconnue, est-ce que vous auriez peut-être pas vu les choses autrement, prendre des décisions peut-être un peu plus fermes, un petit peu plus linéaires, ou en tout cas plus cohérentes? D'abord, il y avait cette question qui est de l'ordre de la santé publique. Il fallait donner des masques et faire des commandes de masques dès l'annonce et la connaissance de ce virus. Voilà. Oui, c'est-à-dire très loin, dès le mois de janvier même, décembre. Hein. Oui, réquisitionner les masques, les stocks de masques existants, et de faire des commandes et d'organiser de manière publique l'État, avec les collectivités territoriales, d'approvisionner l'ensemble de la population avec des critères, en commençant par les personnes les plus fragiles, les plus isolées. Vous avez vu quand même de terribles épisodes dans les EHPAD. Vous avez vu aussi le fait que quand même des soignantes et des soignants aient été privés de moyens de protection. Moi, j'ai été appelé. Il y avait des soignants qui n'avaient pas de masque, d'autres n'avaient pas de blouse, de surblouse, d'autres n'avaient pas la charlotte du point de vue de la sécurité, vous voyez, sanitaire. Donc voilà. Après, il y a une deuxième démarche, c'est de voir que nous avons un Covid qui touche plus particulièrement les gens isolés et les plus précaires, les plus fragiles. Et là, il faut tout de suite faire un levier d'aide sociale. Vous voyez, dans mon département, le Val-de-Marne, nous avons décidé tout de suite de renforcer le fonds unique de solidarité. C'est-à-dire pour les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui ont vraiment très très peu de ressources, nous avons augmenté l'aide de notre collectivité de plus de 100 € par mois. Voilà, vous voyez, il faut des réactions sanitaires, de mettre tout le monde à égalité devant le danger pour se protéger, et puis après, évidemment, engager une riposte au virus. Vous parliez tout à l'heure justement peut-être de prise de décision rapide sur ces masques par exemple, mais il y a eu d'autres problématiques à gérer. Vous qui êtes élu de la République, et nous on se connaît. Vous m'entendez, Pascal Savoldelli? Oui, ça y est, je vous entends. Très bien, je vous disais donc, nous on se connaît depuis un certain nombre d'années, vous êtes sur le terrain, vous êtes élu de la République depuis plusieurs années. On pourrait parler de quoi alors? D'irresponsabilité quand vous dites, vous auriez en tout cas pris des décisions claires dès le départ, c'est-à-dire ce virus est arrivé très très tôt, hein, bien avant l'hiver, dans la période des fêtes de fin d'année en Asie. Vous auriez pris tout de suite les bonnes décisions. Ça veut dire qu'en France, on a pris ça plus à la légère, un manque de prise de conscience, voire de l'irresponsabilité? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus être plus qu'il ne le faut donneur de leçons. Mais après, il y a des logiques pour appréhender un problème. Par exemple, l'esprit de responsabilité, que vous soyez un élu local, un élu national, le Premier ministre de ce gouvernement, cet esprit de responsabilité, c'est de trouver des réponses aux problèmes posés, aux enjeux posés. Voilà. Et là, nous avons eu des tergiversations, des hésitations.
voyez, on en arrive en France à ce qu'on pose la question du volontariat pour l'école. Moi, je pense qu'il ne fallait pas réouvrir maintenant. Il fallait rouvrir en septembre. Par contre, dès le début, ce qu'il fallait faire, et qui a été engagé par le gouvernement et grâce aux collectivités territoriales, c'est que tous ceux qui sont cette première ligne de front, je pense notamment au personnel hospitalier, mais aussi au médico-social, c'est vrai aussi des policiers, c'est vrai des pompiers, c'est vrai de tous ceux qui assurent notre sécurité et notre bien commun, qu'ils puissent avoir des modes de garde pour leurs enfants. Vous avez... Voilà, mais il faut appeler les choses par leur nom. Quand c'est un mode de garde, c'est un mode de garde. Quand c'est une réponse pédagogique, c'est une réponse pédagogique. Et sur les masques, vous le savez, Chaban Cassis, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai une très grande colère. C'est que nous avons, avec l'impôt de solidarité sur la fortune, gaspillé en 3 années, ça sera 10 milliards de perdus qui auraient fait des milliards et des milliards consacrés à l'achat des masques. C'est vrai du crédit impôt compétitivité, où nous avons quand même donné 100 milliards aux entreprises. 20 milliards avec le crédit impôt recherche. Et cette question du coût des masques et peut-être d'autres dispositifs de sécurité, c'est pas seulement une dépense, c'est un investissement. Vous savez, une journée de réanimation, c'est 5 000 euros. Donc, il y va de la protection de la sécurité des gens et des salariés aussi, ce qui est vrai aussi pour les salariés. Pascal Savoldelli, vous avez... Pour la société. Oui, pardon, vous êtes vraiment exprimé clairement à l'Assemblée sur ces 3 milliards concernant l'ISF. Qu'est-ce qui bloque? C'est vrai que depuis plusieurs semaines, et c'est tout à fait normal, tout le monde se mobilise. Il y a une solidarité citoyenne qui s'est d'ailleurs créée. Les associations se sont aussi mobilisées. On demande aux assureurs et aux banques de faire des efforts, de stopper les loyers. Enfin, il y a eu pas mal comme ça, de propositions de fait pour essayer de passer cette période, notamment pour les personnes qui ne travaillent pas. Pourquoi il y a une difficulté de prise de décision à ce qu'il y ait cette taxe ou cet impôt exceptionnel, comme vous l'avez si bien évoqué, et pourquoi pas périodiquement peut-être remettre l'ISF? Qu'est-ce qui bloque au sein du gouvernement? Et la deuxième question, comme ça vous avez la parole, est-ce que cette reprise du 11 mai, ce n'est pas la relance économique qui a pris le dessus? Est-ce que ce n'est pas le MEDEF qui prend le dessus sur la sécurité sanitaire, selon vous? Écoutez, sur la première question, tout à fait. Nous avons eu là, avec le projet de loi d'état d'urgence sanitaire, 2 lois de finances rectificatives. À juste titre, a été engagée une dépense importante. Je pense notamment à la question du financement du chômage partiel, qui touche des millions de salariés en France. Il y a eu une aide aussi exceptionnelle pour les chefs d'entreprise. C'est normal. Il y a un prêt garanti par l'État en termes d'investissement pour les entreprises. Et puis, il y a d'autres dépenses qui ont été aussi décidées. Je voudrais dire une chose, c'est que là, nous dépensons, l'État engage plus de 100 milliards de dépenses et a refusé d'avoir des recettes. Il va bien falloir que quelqu'un paye l'addition. Et c'est pour ça que nous, comme parlementaires, moi comme parlementaire communiste, mais aussi avec d'autres, nous avons posé la question de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, de taxer les hauts revenus du capital, de demander par exemple que les grands groupes assurantiels mettent un peu la main à la poche. C'est-à-dire que là, on a, vous voyez, beaucoup de dépenses engagées par l'État, certaines pour beaucoup sont intéressantes et répondent à des urgences économiques, sociales, mais il faut le financer. Et ça, franchement, on pourrait demander à ceux qui sont les plus fortunés de participer, vous voyez, à cet élan de solidarité. Vous parliez tout à l'heure, Chaban Cassis, mais il faut avoir aussi des éléments, des regards positifs sur ce qui se passe. Dans ma ville à Ivry, il y a des centaines et des centaines de repas qui sont faits en lien avec la collectivité et la municipalité.
mais aussi avec des bénévoles et des volontaires. Il y a des maraudes pour les sans-abri. Vous voyez, il y a aussi un élan de solidarité qui s'opère aussi dans le pays. Voilà. Alors après, pourquoi le gouvernement ne prend pas ces décisions? C'est parce qu'il avait les mêmes avec la réforme des retraites. Il a eu la même logique, il a la même logique pendant cette crise sanitaire. Il avait engagé une réforme de l'assurance chômage qu'entraînait dans un département comme le Val-de-Marne des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui allaient perdre leurs droits. Donc voilà, il faut un changement de cap, quoi. Il faut un changement de logiciel, de logique, de choix de société. Il faut l'humain d'abord et la planète. Voilà, il faut qu'on arrive à faire les deux en même temps. Voilà. Fallait se bouger absolument en urgence par rapport à... Est-ce que cette décision, elle n'a pas été prise plus dans ce sens où le coronavirus est plutôt plus ou moins réglé, même si on en connaît quand même les réponses aujourd'hui, il y a encore des malades? Je n'ai pas entendu le début de votre question, excusez-moi. Est-ce que cette date du déconfinement du 11 mai, elle n'a peut-être pas été prise en fonction de cette relance économique? Est-ce que ce n'est pas cette relance économique qui a pris le dessus, notamment sur la sécurité sanitaire, par exemple? Ce sont des questions qui se sont posées. J'avais intéressé de revenir sur cet aspect-là, même si le son n'était pas très bon. Donc j'avais du mal à entendre toute la question. Mais c'est évident que le processus de déconfinement engagé aujourd'hui, il est guidé par une volonté de privilégier l'économique sur les réponses sanitaires et sociales. Je pense que c'est une erreur. Bien évidemment qu'il faut relancer l'économie. Encore faut-il discuter de quelle économie. Quelle est l'économie, par exemple, la plus importante aujourd'hui? Je pense qu'il y a la santé, mais il y a aussi l'alimentation. Sous certaines formes, il y a la question résidentielle, de relancer, vous voyez, que tout le monde ait un toit. On voit bien l'enjeu d'avoir un logement. Vous voyez, qu'est-ce qui est essentiel? Vous voyez, on n'a pas pu obtenir, par exemple, des réquisitions pour fabriquer des respirateurs dans les hôpitaux. J'ai une EHPAD dans ma ville à Ivry. C'est la section de plongée qui a amené des bouteilles d'oxygène dans l'EHPAD pour mettre en respiration des personnes âgées. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'économique est important, incontestablement. Mais n'opposons pas l'un à l'autre. Moi, je pense qu'il y a un levier qui peut s'opérer de relance de l'un par l'autre. Il faut d'abord répondre à la crise sanitaire et sociale et y intégrer le développement économique. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de tout comme avant, là, dans les urgences qu'il y a aujourd'hui? Je pense qu'il y a des priorités qui peuvent être opérées en termes de filière de production. Vous voyez, par exemple, le pharmaceutique, le médicament. Pascal Savoldelli, vous êtes sur tous les fronts en termes de solidarité. Vous êtes d'ailleurs l'un des seuls à évoquer cette situation. On l'a vu qu'il y a énormément de médecins, étrangers, en tout cas hors Union européenne, et vous évoquez donc leur situation et leur statut, et vous dites qu'ils sont 4000, 5000 médecins, notamment et soignants diplômés étrangers, mais qui travaillent dans un statut particulier. Ça aussi, c'est ce qui vous pose problème. Et on a vu notamment pendant cette période de Covid qu'il y a eu un élan de solidarité où des médecins venus du monde entier, notamment dans les pays en Europe, on a vu des Cubains, on a vu d'autres pays mettre à disposition un certain nombre de personnels soignants. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe, le statut notamment de ces médecins, ces soignants étrangers, notamment hors Union européenne, bien sûr. Vous avez raison, j'ai fait une question écrite. Puisqu'il y a beaucoup de médecins étrangers dans notre pays, la France. Moi, j'ai l'occasion d'en connaître, puisqu'il y en a qui sont en gériatrie, gérontologie à l'hôpital Charles-Foix, dans la ville où je réside, à Ivry, qui est une ville de la banlieue parisienne en Val-de-Marne. Je pense qu'à travail et à charge égale, ils doivent avoir le même salaire. Il ne peut pas, vous voyez, il faut savoir ce que c'est pour un médecin étranger. C'est lui qui fait les gardes, les heures de garde, etc., pour arriver à rattraper le décalage de rémunération salariale qu'il a sur les autres médecins.
il y a eu une évolution avec le numerus clausus. Vous l'avez vu là, ça concerne l'ensemble de la formation médicale en France. Mais du point de vue voilà, des médecins étrangers, je pense qu'il faut faire un effort salarial pour reconnaître leur contribution dans la médecine française. Et j'en connais un certain nombre qui d'ailleurs ont été au fond dans ce qu'on appelle les secteurs Covid de la santé. Mais je vous prends un autre exemple sur un sujet dont on va encore entendre parler, les EHPAD. D'ailleurs, concernant les EHPAD, dédié aux EHPAD, oui, de l'ordre de 300 millions. oui. Là, aujourd'hui, les syndicats salariés dans les EHPAD estiment de 60 000 à 80 000 personnes qui manquent dans les EHPAD en France aux côtés de la personne âgée. Pascal Savoldelli, est-ce que vous pensez que cette période, vous étiez aux côtés notamment du personnel soignant il y a encore quelques mois dans la rue, avant cette crise, pour les soutenir, pour manifester, puisque certains disent notamment que certains pouvoirs politiques qui ont gouverné la France maintenant depuis plusieurs décennies, pas que sous Emmanuel Macron, mais ont fait de l'hôpital public une entreprise privée. Est-ce que vous pensez que cette période où on met à l'honneur tous les jours les hôpitaux, la PHP, est-ce que vous pensez que cette période va permettre une autre prise de conscience des pouvoirs politiques, notamment nationaux, notamment à la présidence, pour donner d'autres moyens et considérer le secteur hospitalier autrement, sans faire des restrictions budgétaires, un manque de personnel? On a entendu encore pas si longtemps Martin Hirsch, le patron de la PHP, aussi demander des moyens. Est-ce que derrière ça va bouger un peu plus? Ce qui est sûr, c'est que nous devons tirer des enseignements de la période, la période que nous vivons là. Et la place qu'ont pris les services publics, celui mis en œuvre par les collectivités territoriales. Et regardez comment les Françaises et les Français apprécient leur maire, ce que font les départements, les régions, ce que fait l'État. Mais c'est vrai de l'hôpital public. Voilà. Et donc là, il faut un grand plan d'investissement de l'hôpital public. Rappelez-vous, avant le virus, toutes les manifestations, les alarmes qu'il y a eu, les cris qu'il y a eu des personnels soignants, et pas seulement en termes salariales, en termes de moyens pour répondre à déjà une crise qui était déjà sanitaire, évidemment sous d'autres formes. Là, s'y rajoute ce terrible virus, qui pour l'instant, personne ne sait la durée de son impact et de sa capacité de dangerosité pour les populations. Voilà, donc je pense que là, il y a des gens qui réfléchissent, il se passe plein de choses qui sont ignorées, dont on le voit un peu sur les réseaux sociaux, mais voilà, il y a des gens qui sont en train de chercher des alternatives sur notre mode de développement, sur comment on vit avec les uns et avec les autres. Qu'est-ce qu'on a besoin de produire? Comment on le produit? Pour qui? Avec quel niveau de formation? Quel lien on fait entre nos besoins sociaux et les besoins de la planète? Vous voyez, une dimension un peu anthropologique, quoi. On a un défi devant nous, un défi de civilisation, entre ce que peut être la vie de l'homme, au sens avec un grand H, bien évidemment, et en même temps sur cette planète qui est quand même bien attaquée, bien dévastée, et que quand même, on verra que toutes les dégradations qu'on a occasionnées par des pollueurs, par des productivistes, par des gens qui ont sali la planète, on se retrouve avec plein de problèmes, avec des maladies nouvelles, avec des virus nouveaux. Donc, il faut un coup de sang, il faut qu'il y ait un coup de sang, il faut qu'il y ait une révolution. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Voilà, il faut qu'il y ait une révolution des consciences et une révolution sociale. Révolution des consciences, révolution sociale. Merci Pascal Savoldelli d'avoir été avec nous. Merci infiniment, sénateur, conseiller départemental dans le Val-de-Marne au Parti communiste français. Je vous souhaite une belle continuation, à très vite. Au revoir et au revoir à tous les amis de votre télévision. Merci. Voilà, mes amis algériens.
Merci à vous, Pascal. Merci. À très vite. Dans quelques instants, j'aurai donc le plaisir de recevoir Mustapha Hadjali, écrivain, historien. On va consacrer une grande partie de cette émission à la Nouvelle-Calédonie, les déportés de Nouvelle-Calédonie. La déportation fut un acte ignoble, dit l'historien. Il est avec nous dans quelques instants. Bien évidemment, une pensée aux détenus, les détenus qui sont toujours emprisonnés. Ils sont très nombreux, ce sont plusieurs dizaines. Le Comité national pour la libération des détenus s'est mobilisé, a fait appel à un certain nombre de personnalités et vous propose ce spot. Ce qu'on vous propose, c'est une première partie maintenant, libérer les détenus. Les détenus d'opinion en Algérie représentent l'honneur du peuple et de la révolution du Hirak. Aprovechando la pandemia del COVID-19, el poder argelino sigue su política de represión. Libertad a Fahd Nouar, prisionero político. Liberté pour tous les détenus politiques. Liberté pour Saad el-Din Youssef Islam. Liberté, الحرية اللي ورغرسام واللي وري اللي واسي هات نظلم ينيد سو سماث نرنا نعياض دي كل هيزي اشهال ذي خلاض اللي ياسر قديري دي محباس اوكن الراي. الحرية للعربي مناد، الحرية لخالد رادني، الحرية لجميع معتقلين الرأي والسياسة والصحفيين. الرأي ماشي جريمة، الصحافة ماشي جريمة. الجزائر اللي حبينا نبنيوها هي جزائر العدل والقانون، هي جزائر الحريات، جزائر الديمقراطية، مش جزائر القمع والحقرة. Marié et père de 3 petites filles, le président de l'association Rage est en détention arbitraire depuis 8 mois. Libérez Abdelwahab Farsaoui, libérez tous les détenus politiques. Liberare prigioniero di coscienza Walid Kishida, l'umorismo non è un crimine. أطلقوا سراح صفيان شعبان شاوش، أطلقوا سراح الحريات. Freedom of expression is not a crime. Free Abdelkader Jabla and all the prisoners in Algeria. ما عندناش حابسين حتى تحقيق دولة القانون، والله ما تسكتونا. الحرية لجميع سجناء الحراك والحرية لياسين دوبي بونوا. Libérez نقش وليد، libérez tous les détenus d'opinion، حرروا المعتقلين، جزائر حرة ديمقراطية، حرية تعبير حق دستوري، دولة مدنية ماشي عسكرية. Abat la dictature, liberté pour Slimane Hamidouche et tous les détenus politiques. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. Libérez Hawali el-Hashmi. اللي محمد بابا نجار اللي يتوركا وجار نمرة وتسمى سني سقاسن أغزو. Une année de prison ferme pour un commentaire Facebook, tel est le sort de Redouane Majdoub, militant de Tlemcen. S'exprimer n'est pas un crime, liberté pour tous les otages. الجزائر ديمقراطية ولا لا؟ كاين حرية التعبير في الجزائر ولا لا؟ عدالة مستقلة ولا لا؟ اطلقوا ملك رياح. We demand the release of the peaceful activist Khalil Rahal, detained solely for expressing his views on Facebook. Freedom for all calling for a democratic change. Voilà, emprisonné tout simplement pour souvent un commentaire, un dessin, une réaction sur Facebook. Je le vous disais tout à l'heure, Mick Miklouf, que vous connaissez très bien, qui est un collègue, un frère, qui est convoqué par le commissariat des Ouadias. On va prendre 20 secondes et on va juste vous faire écouter une petite vingtaine de secondes, notamment de son générique. Et puis pour continuer dans la censure, l'Avant-Garde a été donc censurée hier. Vous allez voir la une, leur logo, la une à l'image dans quelques instants. Voilà, l'Avant-Garde censurée, site d'information des luttes progressistes, bien évidemment. On en parlait notamment hier avec cette constitution, le gouvernement et le pouvoir algérien, toujours malheureusement présents en cette période de jeûne, de Ramadan et en cette période de confinement. Il est avec nous, auteur de Les Bagnards algériens. Vous allez voir la une de ses œuvres, de ses ouvrages à l'écran, auteur de Les Bagnards algériens de Cayenne et Les Algériens en Nouvelle-Calédonie qui traite de la douloureuse histoire des déportés algériens donc vers la Nouvelle-Calédonie, passionné d'histoire.
notamment celle de l'Algérie. Et il nous raconte l'histoire des Algériens de Nouvelle-Calédonie. Voilà, juste derrière, vous avez donc la première page de couverture, les Algériens en Nouvelle-Calédonie. Moustapha Hadji Ali, bonjour. Bonjour. Merci. Quel plaisir, c'est un honneur de vous recevoir. Merci infiniment. Le plaisir est partagé. J'espère passer avec vous et avec les téléspectateurs et téléspectatrices de bons moments, Inch'Allah. Merci infiniment. Donc vous avez peut-être rapidement, mais c'est important, vous êtes donc spécialisé aujourd'hui dans l'histoire, notamment de la déportation. Vous êtes intéressé avec ces deux ouvrages à une période de l'histoire algérienne qui est malheureusement méconnue. On va y revenir avec vous. D'abord, on est dans les années 1800, 19e siècle. Pourquoi ce travail? Pourquoi ce déclic? C'est parce que vous avez peur qu'on oublie de plus en plus. C'est méconnu dans les manuels scolaires notamment. Effectivement, il y a un peu de ça. Sauf que à l'origine, quand j'étais jeune garçon, à peine âgé de 10 ans, il y a mon père Rahman qui nous racontait après le dîner des histoires extraordinaires, parfois celles ayant trait surtout aux évasions de Bagnères de Guyane. C'était vraiment formidable et extraordinaire. J'ai gardé ça durant toute ma vie. J'ai vécu ça comme un mythe, si vous voulez, jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite. Je devais trouver ou occuper mon temps. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire. Et puis aussi ici à Dar el-Mizan, il y a une association, l'association des oubliés de l'insurrection de 1871. J'ai un ami qui est un descendant direct de déportés en Nouvelle-Calédonie qui m'en parle justement de cette histoire. Un jour, il m'a invité à aller au siège, donc à la mairie, pour assister à une assemblée justement de l'association. J'étais vraiment émerveillé. J'ai entendu des choses de l'histoire de mon pays pour la première fois de ma vie. J'étais vraiment ébahi, sonné. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas étudié ça déjà à l'école, alors que ça faisait partie quand même d'un pan de l'histoire non négligeable de l'Algérie. De l'Algérie, bien sûr. Ensuite, en même temps, comme vous disiez, comment le déclic est venu, eh ben, je me suis tout de suite rappelé justement les histoires que nous racontait le vieux Lahar. Alors, j'arrive à la maison, j'ai acheté en cours de route, en cours de chemin, un cahier, et j'arrive à la maison, j'ai commencé à faire les recherches dans ce sens tout de suite. Voilà, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé les recherches et l'écriture. Voilà. Dieu merci, je suis arrivé à boucler quand même ce projet. Et il y a un troisième qui se prépare, on en parle à la fin de cet entretien. Moustapha Hadji Ali, je vais vous proposer quelque chose, c'est peut-être de reculer légèrement de 50 cm. Tout simplement, si vous pouvez. Je vais proposer aux garçons en régie d'envoyer le premier sujet. Ils s'appellent Salem, Haïfa, Larbi ou Ben Ammar et vivent à quelques 20 000 km en Nouvelle-Calédonie. Leur présence sur cette terre du Pacifique devenue française, je vous le rappelle, en 1853, raconte l'histoire d'une déportation. Aujourd'hui, il y a encore quelques descendants. Certains sont malheureusement décédés. Mais sur ces quelques images, vous allez voir que l'émotion est toujours présente et que cette douleur profonde de ne pas être spécialement retourné dans ces terres, c'est-à-dire l'Algérie, est toujours présente. Même si
quelque part, excusez-moi, quelque part, je n'ai plus là-bas de famille. Je sais que j'ai une terre qui a appartenu à mon grand-père. C'est sacré chez nous, sacré. Et j'ai un regret. Le regret que j'ai, c'est que ma mère ne m'a pas autorisé à voir plus souvent mon père pour apprendre l'arabe, pour me parler. C'était tabou. Moi, mes enfants, ils ont leur père, leur grand-mère et tout ça de côté paternel qui n'est pas arabe, mais ils sont arabes jusqu'à la moelle. Ces enfants de bagnards, ces enfants de déportés, de transportés, c'est pas qu'ils se croient une race supérieure, c'est pas Hitler. Alors que maintenant, eh ben, on le revendique haut et fort. Alors même si on vous dit, bah oui, mais tu dis que tu es arabe, mais tu as des souches métropolitaines et ça. Non, non, je suis arabe. Je suis Ali Majan, né Abdelkader Bouanani. Je suis de souche arabe, je suis de la vallée de Nessadiou et j'en suis fière. Il avait connu mon père. Il parlait l'arabe, il parlait le tahitien, il parlait le kanak, il parlait 4-5 langues arabes, l'Arbaïli, il parlait la Mchaoui, il parlait tout. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis pas estimé. Hein. Parce que moi, je le dis franchement, hein, je suis arabe, j'ai une goutte de sang peut-être arabe. Mais c'est de l'arabe qu'il y a là-dedans. C'est pas d'autre chose. Jamais. Ah, jamais. Le pire dans tout ça, c'est que moi, les gens qui étaient racistes avec moi, ils avaient la même couleur de peau que moi. Si l'autre, il est jaune, il est noir, il n'est pas de la même couleur, vous vous dites, bon, ben, on est différents. C'est normal qu'ils m'en veuillent. Mais non, ils avaient la même couleur de peau que moi, ils me traitaient de sale race. Je suis très fière en regardant la mer de me dire que là, sur cette même terre de Nessadiou, où qu'il y a la mosquée, pas loin il y a la mer, et cette mer-là pourrait un jour m'emmener vers mes racines. Comme mon père a fait le sens contraire, de l'Algérie jusqu'à là, mais dans des conditions inimaginables, inhumaines. Je pense qu'on peut relever la tête et dire, moi, personnellement, Lucette Ouiba Benamar, je suis très fière d'avoir eu un père, un grand-père déporté, sacrifié. Donné le titre aujourd'hui avec l'écrivain, l'historien Mustapha Hadji Ali. Je vais essayer d'aller vite dans mes questions, cher Mustapha Hadji Ali, comme ça vous allez avoir un maximum de temps. Qui étaient-ils précisément? Ce sont ces premiers hommes qui ont tenté donc de libérer l'Algérie dans les années 1870 et qui se sont donc révoltés et puis qui ont terminé déportés. Vous parlez de massacres ignobles, une répression sans nom à cette époque. Qui étaient-ils dans les grandes lignes? Combien ils étaient? Il y avait aussi une majorité d'Algériens, on compte pas loin de 2100 déportés, mais pas pour une grande partie des personnes qui se sont insurgées, notamment. Bon, les gens ont tendance à mélanger, à confondre un peu les condamnés ou les descendants. Je dois dire qu'il y avait eu 3 catégories de pénaux. Il y avait les transportés, ceux condamnés à la peine des travaux forcés. Voilà, la transportation était la loi impériale du 30 mai 1854, voilà, portant sur les travaux forcés. Voilà, la transportation était le nom donné à la peine des travaux forcés. Voilà. Il y avait la déportation. La déportation, c'était une peine qui frappait les condamnés pour délits politiques, donc des révoltés, ceux pris dans les révoltes populaires. Et plus tard, à partir de 1885, sous la Troisième République, il y avait
l'institution donc de la loi sur la relégation qui frappait les multirécidivistes. Voilà. Donc, des déportés politiques algériens en Nouvelle-Calédonie, bon, je dois dire qu'il y avait eu 4 dates à peu près. Bon, il y avait le premier convoi, c'était plutôt 2 convois. C'était ceux de l'insurrection de 1871, dite de Mokhrani de Cheikh Aden. Donc, ils étaient, bon, à l'origine, 126 déportables, 126 condamnés à la déportation. Sauf que, pour donner, je ne sais pas si je peux donner des détails, donc, il y avait un décès à la prison civile d'Oran, un décès au dépôt de Saint-Martin-de-Ré, 6 au dépôt de Kéléarn, et 3 au dépôt de Touars, ça pour ceux qui ont fait l'errance pénitentiaire en métropole. Donc il y avait au total 101 seulement qui avaient embarqué sur les 126 déportés à l'origine. Il y avait eu 6 insurgés déportés de l'insurrection de l'Oasis de l'Amri Biskra en 1876, ensuite 2 de l'insurrection des Aurès en 1879 et 14 de la deuxième insurrection des Ouled Sidchir en 1881-82. Voilà. Donc, au total, il y avait eu 114 déportés politiques de toutes les insurrections confondues qui ont foulé cette terre néo-calédonienne. Voilà. Il y avait ensuite 160 relégués algériens et il y avait environ 1700, voilà, c'est le chiffre le plus important, 1700 forçats condamnés aux travaux forcés. Donc il y eut au total 1981 Algériens qui ont foulé cette terre de la grande punition. Exactement. Alors, prochaine question pour avancer. 1981, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on a des éléments précis parce que c'est vrai qu'on s'y perd. Hein. Il n'y a pas beaucoup spécialement d'éléments et c'est grâce à des personnes comme vous qu'on avance dans l'histoire. Il y avait énormément d'Algériens, très peu de Tunisiens et Marocains, vous venez de l'évoquer. Pourquoi? Parce que l'Algérie a été un des premiers pays colonisés par la France, notamment? Oui, il y a ça, bien sûr, mais aussi la grandeur du territoire, voilà, le nombre d'habitants. Est-ce qu'à fut une époque, il n'y avait pas de quoi... est-ce qu'il fallait vraiment déporter, vous venez de l'évoquer dans le détail, pour aller vite, pour emprisonner en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ce n'était pas spécialement pour peupler la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ce n'était pas une fausse raison? D'ailleurs, c'est ce que C'était la politique de Napoléon III. Oui. Il fallait peupler et coloniser les colonies d'outre-mer. Donc, ça va, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, voilà. Alors, pour la colonisation, il y avait eu des essais de colonisation libre, ça n'avait pas abouti. Donc, bon, il y avait la colonisation basée sur l'esclavage, la main-d'œuvre servile pendant 3 siècles. Mais il y a eu, en 1848, l'affranchissement des esclaves, donc l'abolition de l'esclavage, et l'économie, donc dans les colonies françaises était en déclin. Il fallait penser à substituer donc à la main-d'œuvre servile d'autres types de main-d'œuvre. Et c'est là que Napoléon III s'est inspiré de l'exemple des Britanniques à Botany Bay, en Nouvelle-Galles du Sud, actuelle Australie, où la colonisation a été testée par la
je veux dire, la colonisation pénale, donc basée sur des condamnés, travaux forcés, et c'est ce qui a fait Napoléon III d'abord en 1852. En 1852, d'ailleurs, le bagne en Guyane a été conçu pour notamment les déportés algériens. Napoléon III qui dit la vie d'un Arabe n'avait pas de prix. Et oui, ça, on peut expliquer ça par la décision qu'il avait prise en 1867. Voilà. Alors, de 1852 à 1867, donc soit après 15 années de bagne, parlant du bagne de Guyane, bien sûr, il y avait eu près de 50% de morts. Voilà, à cause des épidémies, de fièvre d'argent, de paludisme et autres, ainsi que la rigueur des travaux forcés et la région des tropiques. Vous savez, les gens n'avaient pas l'habitude de ce climat hostile. Et il y avait eu, donc, au bout de 15 ans, cette hécatombe donc, meurtrière. Et c'est là qu'est intervenu Napoléon III en suspendant les convois de métropolitains en bagne de Guyane au profit de la Nouvelle-Calédonie où le climat était sain. Mais néanmoins, le bagne de Guyane n'avait pas arrêté de survivre, de prospérer en quelque sorte. Malheureusement. Voilà, à cause des coloniaux. Parce qu'il était toujours entretenu. Il n'avait pas fermé ses portes. Donc il y avait les coloniaux qui étaient toujours condamnés, expédiés. Si c'est eux qui meurent, au diable qu'ils passent. Qu'est-ce que ça peut lui faire, lui? Voilà. Vous parlez de... Voilà, répondu à votre question. Moustapha Adjali, vous parlez des convois. Comment vous pourriez évoquer Alger, Nouméa, c'est plus de 20 000 km, 23 000 km. Est-ce que vous avez des informations? Comment se passaient les convois, notamment maritimes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, bien évidemment, c'était très long. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Ça devait être notamment, en lisant un peu, en faisant des recherches, je sais qu'il y avait cette période notamment de ramadan difficile. Certains ont perdu la vue, d'autres sont restés sans nourriture notamment. Ça a été une traversée difficile? Oui, certainement. Comme première étape, les condamnés algériens étaient acheminés d'abord en métropole. Ensuite, ils étaient... le seul port, c'était un port donc, qui faisait des grandes destinations. Donc, c'est le port de Brest. Donc, ils étaient... ils ont fait d'abord l'errance. Les insurgés algériens avaient fait l'errance pénitentiaire. Ils avaient changé plusieurs fois de prison ou de fort. Jusqu'à la dernière étape où ils étaient rapprochés au fort de Kellern. C'était leur dernière escale. Donc, c'est histoire de les rapprocher du port d'embarquement de Brest. C'est de là que partaient des bateaux pour longue distance. Voilà. Donc, à partir de Brest, les vaisseaux mettaient jusqu'à 4 mois et demi, voire 5 mois en mer. Voilà. Alors, les conditions à bord étaient vraiment difficiles. Pour les insurgés, les déportés algériens, la nourriture ne convenait pas parce qu'ils ne mangeaient pas le lard, donc des lardons de lard à base qui étaient des tranches de viande de porc. Le vin aussi, ne mangeait pas la viande parce que les bœufs, les veaux n'étaient pas immolés selon les rites musulmans.
c'était vraiment compliqué. Et aussi, le problème principal qu'ils avaient rencontré, c'était le mal de mer. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux, c'était des montagnards. La plupart d'entre eux n'avaient même pas connu ce que c'était la mer, n'ont jamais vu la mer de leur vie. Donc, c'était la première fois. Donc, c'est ça. Il y avait le mal de mer. Donc, ils avaient des malaises qui leur engendraient des malaises. Ils ne pouvaient pas manger. Donc, même s'il y avait nourriture, ils ne pouvaient pas manger. Ils avaient la gorge nouée. Voilà. Et la première maladie qui survenait, c'était l'anémie. Voilà. La plupart étaient morts d'anémie parce qu'ils ne mangeaient pas. Et il y avait d'autres maladies comme le scorbut. Le scorbut, c'était une maladie de marin, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pourquoi? C'est une maladie qui était due au manque de carence en vitamines. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les bateaux en partance pour la Nouvelle-Calédonie faisaient automatiquement escale à Santa Catarina du Brésil pour charger des agrumes. Donc des oranges, des citrons. Voilà, pour parer justement à l'apparition du scorbut à bord. Les agrumes, voilà. les agrumes qui... Malheureusement, oui. Voilà, les agrumes. Et malheureusement, les deux convois, les deux principaux convois, donc, qui avaient pris les déportés algériens de 1871, que ce soit le steamer La Loire, que ce soit le vaisseau Calvados, tous les deux n'avaient pas fait escale donc, à Sainte-Catherine du Brésil. Et c'est pour ça que le scorbut, justement, avait fait son apparition à bord. Et il y avait des morts. Moustapha Djali, vous dites clairement, vous avez un regret qu'un pays comme la France ait recouru à des punitions aussi inhumaines à l'encontre d'un peuple qui demandait seulement déjà à l'époque son indépendance. Et puis on connaîtra l'histoire de la suite sur cette période de guerre 54-62. Historiquement, avant de vous poser les deux dernières questions, mais quelle est la position aujourd'hui vis-à-vis de ces déportés de l'Algérie? Y a-t-il des commémorations? Est-ce que c'est reconnu? Et puis, est-ce que la France aussi se positionne? Alors, on sait qu'il y a ce mois de mars 71, si je ne me trompe pas, où en France, il y a très peu de commémorations, on en parle peu. Est-ce qu'on a des éléments? Alors, je sais qu'Azouz Begag, qui était ministre sous Sarkozy, s'était rendu à Nouméa pour se commémorer. Mais aussi bien des deux États, est-ce qu'on commémore? Est-ce qu'on rend hommage? Est-ce qu'on a envie de perpétuer cette mémoire? Bon, côté officiel, je ne pense pas. Je vois rien qui vient, mais c'est plutôt entre communautés. Voilà, la communauté de descendants d'Algériens en Nouvelle-Calédonie qui ont fait plusieurs fois des voyages en Algérie. Donc, ils ont visité le douar de leurs ancêtres, leurs familles, les descendants. Mais à partir de l'Algérie, vraiment rien. Je vais citer le seul cas, donc c'est le président de l'association des oubliés de l'insurrection de 1871, que je salue à l'occasion, Monsieur Blarbi Hassan, qui s'est rendu en 2016 en Nouvelle-Calédonie parce que lui-même est descendant direct d'un déporté de 1871. Il est pourtant deux petites dernières questions. Le temps passe très vite, mais on aura le plaisir de vous retrouver. Et puis je crois que vous devez venir aussi en France, j'espère. J'aurai le plaisir de vous inviter sur ce plateau. Il y a toujours ce souhait, il y a cette mémoire qui est présente, même si les générations passent. On l'a vu tout à l'heure avec ces mamans, ces personnes âgées qui disent
coûte que coûte, je suis fier d'appartenir à ce peuple arabe algérien. Et oui, normal, cela ça prouve qu'ils n'ont pas oublié leurs racines, leurs origines, et c'est le plus important. J'espère que tous auront la chance de venir un jour visiter cette terre de leurs ancêtres. Certains l'ont déjà fait. Avant de vous libérer, Mustapha Hadji Ali, un mot sur le 3e livre qui est en train de se préparer, des révoltes populaires aux déportations, qui sera bientôt disponible. Ce livre, c'est pour chapeauter mon travail sur les déportations. Bon, j'ai pris ça comme une mission. Donc, j'ai parlé des déportés algériens en Guyane française. J'ai parlé aussi des Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. Mais il y avait beaucoup d'autres déportés, d'autres lieux de déportation. C'était les centres d'internement en métropole, surtout dans le sud de la France. Et il y avait le fort de l'île de Sainte-Marguerite dans les Lérins, au large de la ville de Cannes, qui avait accueilli plus d'1 millier d'Algériens, déportés algériens. Il y avait aussi le dépôt de Calvi, appelé aussi, d'ailleurs, il avait ouvert ses portes exclusivement pour recevoir des Algériens, les insurgés de 1871, qui étaient en nombre d'1 millier quand même. Et il y avait aussi Corte, le fort Torretta, en Corse toujours. Il y avait aussi, comment dirais-je, 2 forts dans la ville de Sète, celui de Saint-Louis et de Saint-Pierre, qui avait accueilli les premiers insurgés, les premiers condamnés détenus de l'insurrection de l'émir Abdelkader, donc en 1844 et 1945. Normalement, c'était des déportés politiques, mais finalement, ils étaient condamnés, ils étaient astreints aux travaux forcés, puisqu'ils étaient à l'origine de l'ouverture de la route qui menait du port jusqu'à la ville donc de Sète, sur une distance, une longueur de 3 km, rien qu'avec des pelles et des pioches, vous allez comprendre quand même, c'était des travaux forcés. Alors que normalement, ils devaient bénéficier du statut de détenu politique. Merci Mustapha Hadji Ali. On va réafficher à l'écran vos 2 ouvrages, notamment Les Bagnards algériens de Cayenne, voilà, aux éditions Vérone. Et puis, donc, ce dont on vient de parler longuement, Les Algériens en Nouvelle-Calédonie. Voilà, l'insurrection de 1871. Merci aux éditions El Hamel. Merci infiniment. Ce sont des livres que vous pouvez bien évidemment vous procurer, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce fut un plaisir de vous avoir. Et j'espère qu'on... Le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis content bravo. De collaborer avec vous. Merci infiniment. À bientôt, Mustapha Hadji Ali. Merci infiniment. Et grâce à vous, au moins, on arrive à parler et à graver dans les mémoires des générations futures cette histoire, cette page de l'histoire algérienne qui, malheureusement, est oubliée parce que c'est vrai, on en parle peu de ces déportés algériens. Alors, on devrait dans quelques instants recevoir donc le président du Secours islamique France, 27 ans d'existence, qui a publié donc ce livre, Rachid Lahlou, donc c'est le président, qui va être normalement avec nous. On est en train de le joindre, tenter de le joindre. Voilà, un humanitaire musulman dans la République. On va évoquer, il nous reste voilà, une quinzaine de minutes d'émission, j'espère qu'on va arriver à le joindre. Ce que je vous propose, c'est justement en parlant du CIF, le CIF est à l'international. Vous allez maintenant donc visualiser les actions à l'international, notamment pendant cette période de coronavirus.
c'est Chaban, vous allez bien? Oui, ça va écouter, je suis en plein studio là. Voilà, on essaie en vain, on tente en vain de joindre donc Rachid Lahlou qui avait donné son accord hein, pour nous consacrer quelques temps et mettre à l'honneur donc le CIF qui est le Secours Islamique France avec tout le travail maintenant qu'il mène depuis 27 ans. Bien évidemment en France, mais pas que, vous l'avez vu hein, sur cette vidéo, notamment énormément en Palestine, en Afrique subsaharienne ou encore dans certains pays d'Europe. À l'honneur aussi aujourd'hui les détenus, le Comité national pour la libération des détenus qui fait un travail énorme, donc a fait appel à des personnalités pour leur rendre hommage en cette période de confinement, en cette période de jeûne. Donc je vous propose de regarder cette deuxième partie avec ces portraits de détenus, pour certains il y a quelques jours et puis pour d'autres c'est quelques mois déjà de détention. Free Faris Assaid and all political prisoners in Algeria. La liberté d'expression est un droit humain fondamental, n'a jamais été un crime. Libérez Mohamed Laghari. Vive une Algérie libre et démocratique. Le combat continue. La répression et l'atteinte aux libertés exercées en pleine pandémie sont deux parties d'une même mâchoire. Libérer les détenus, libérer Abdallah Ben Naoum. Libérer Zakaria Slimane, libérer la justice. ليبيري كريم طابو كستغثو ذرثنا شارث الحفوز معنا فيك ثنا غرف تمت ثرى ألما ثولي الجار بوزرف ثيل اللي غير خالد درارني أكد ويدي توحب السنة تيكسي والنسل ثيل اللي Libérer Mohamed Sbahi, libérer les détenus d'opinion. ثيل اللي ذي سو من نورنا ثيل اللي تسو من نورنا ثيل اللي أوكي مغنسن يتنغن أفل اللي سوغدوث ثيل اللي يجعفر أحمد سيدي موسى Ahmed Mziane, comme tous les autres détenus de l'opinion, est innocent. Ahmed Mziane n'a pas commis de crime. Filili mahbasna rai, amno yitkamil. أطلقوا سراح إسماعيل قربة. Libérez Ismaïl Garba. Liberté pour Ismaïl Garba. Libérez Houari Zoher et tous les détenus d'opinion. Sarhat et mahbas التشفي. Filili et waraoun tele. Sans pouvoir assassin. Libérez Bilal Madani. Libérez les détenus. Libérez-les. Ils ont rien fait. Ils ont juste défendu les couleurs de leur patrie. تيلي إبراهيم دواجي التعبير عن الرأي ليست جريمة. الحرية للمعتقل فراح عبد الحفيظ من مستغانم والحرية لكل المعتقلين السياسيين في الجزائر. وقت الحجر الصحي الناشطون يتعرضون للحبس التعسفي. الحرية لحمادة خطيبي. Libérer Rachid Nikez, libérer les détenus d'opinion et vive l'Algérie. اطلقوا سراح رفيق نايت العربي. Libérer l'ensemble des détenus, des otages. Libérer l'Algérie. إلى اليوم مغناس بوزينة يوسف يتوحبس ذي الباطل. من أجل إطلاق سراح معتقل الرأي عماد مهرباش. Toufiq Hassani s'est distingué par sa bravoure et son sens de la justice, étant l'un des seuls policiers à avoir désobéi au diktat du pouvoir militaire mafieux. Libérer Toufiq Hassani, libérer les détenus d'opinion et politique. Libérer l'Arbi Mohamed Raouf, injustement emprisonné. Libérer Mohamed Qafi, libérer les détenus d'opinion. Algériens, Algériennes, le Hirak مازال يكمل مازال عايش. Libérer Elias Bahlat. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية. Voilà pour les détenus. L'image remplace parfois la présence. Toujours avec le CIF, on a bien évidemment des images à vous présenter. Pendant ce mois de Ramadan, c'est plus de 800 repas distribués chaque jour aux plus démunis. Ça s'appelle les tables du Ramadan. C'est mis en place maintenant depuis quelques années, notamment
dans cette période de confinement, puisque vous le savez, il est impossible d'organiser et de réunir sous des chapiteaux, par exemple, les personnes qui sont dans le besoin pour les inviter à rompre le jeûne. Donc en images, toujours, vous allez maintenant découvrir comment comment s'organise le Secours Islamique France pendant cette période du Ramadan. Ce sont les tables du Ramadan. Nous avons décidé de nommer ce dispositif « Tournée des tables du Ramadan ». Chaque année, nous avons l'habitude, depuis maintenant 10 ans, nous avons l'habitude de réaliser les tables du Ramadan à Saint-Denis, que la grande majorité d'entre vous connaissent. Cette année, compte tenu du contexte de crise sanitaire dans lequel on se retrouve, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on a décidé en concertation avec la mairie de Saint-Denis de ne pas le faire cette année afin de respecter les mesures de confinement et la distanciation sociale. Il était quand même important de pouvoir continuer à aider les bénéficiaires et les personnes démunies en trouvant des solutions alternatives. Donc effectivement, avec toute l'équipe des MSF du 93, on a essayé de travailler sur différents concepts. Qu'est-ce que c'est? Donc effectivement, ça part du principe des tables du Ramadan, mais sous forme de tournée. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a établi un partenariat avec un restaurant. Ce restaurateur, on fabrique les repas sur place, et notre équipe de bénévoles, que je remercie au passage pour leur réactivité et pour leur engagement, donc se mobilise pour préparer les repas donc dans des barquettes. Et l'idée, c'est effectivement d'aller à la rencontre de ces personnes en difficulté qui ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. On a sélectionné 3 types de bénéficiaires. Donc effectivement, ceux qui sont en grande précarité alimentaire et qui ne peuvent plus se déplacer compte tenu des mesures de confinement. Les personnes également qui sont dans les foyers et hôtels sociaux. Et également les personnes qui sont à la fois en précarité alimentaire et qui sont malades et qui ne pourront pas venir récupérer leur repas. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Le restaurateur, avec ses cuisiniers, cuisine les repas tout au long de la journée. À partir de 15h et jusqu'à 18h, nous avons une première équipe de bénévoles qui vient préparer les repas dans les barquettes et dans les bols. Puis on a deux nouvelles équipes de bénévoles qui, eux, vont aller à la rencontre à la fois donc, des personnes en difficulté, qu'elles soient dans les foyers, les hôtels sociaux ou chez elles, et également via le biais de maraudes alimentaires. Voilà pour le Secours Islamique France, dont le label Don Confiance a été renouvelé maintenant jusqu'en 2023. Ils sont labellisés maintenant depuis 2011, c'est-à-dire que l'organisation donc a toute confiance aux donateurs, notamment lorsqu'on donne de l'argent. C'est toujours bien de savoir comment c'est géré, où va cet argent. Et avec ce label, ça garantit bien évidemment une totale confiance. Troisième partie, comme promise, sur ces détenus qui malheureusement sont toujours incarcérés. Et on se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir. أطلقوا سراح سجناء الرعي أطلقوا سراح فارس كحيوش ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. La liberté d'expression n'est pas un crime. Libérez Hicham Sahraoui. Libérer Oussama Aboudi, c'est simplement libérer tous les détenus du Hirak. Ils sont innocents. Et cesser les arrestations. Le Hirak ne s'arrêtera pas. أطلقوا سراح سامر بالعربي أطلقوا سراح المساجين والله إن الموت لا تفرق بين الكبير والصغير الغني والفقير أميرا كنت أم وزير وكلكم ربي libérer les détenus libérer la justice. الحرية للصحفي سفيان مراكشي. الصحافة ليست جريمة. عاشت الجزائر حرة ديمقراطية. الحرية لحمود حسين. halte à la persécution des militants du Hirak. Zakaria Boussaha n'est pas Khaled Tebboune. Libérer les détenus d'opinion. Notre combat continue.
libérer Aziz Bikakria, libérer les détenus. اللي راهم يحبوا الشريف غسول أو كذا محبس النراي الحرية للشريف غسول وجميع معتقلي الراي دولة مدنية ماشي عسكرية. Rafik Diaf est un militant des droits de l'homme condamné à 6 mois de prison pour des publications sur Facebook. Halte à la dictature, libérez les détenus politiques, libérez Rafik Diaf. شابكة ضد القمع من أجل الحريات الديمقراطية ومن أجل تحرير كل معتقلي الرأي. تندد بشدة كل الاعتقالات الجارية، تطالب بتحرير كل المعتقلين وعلي مقران. Libéré Ali Rabhi عبر عن رأيه سلميا. Il n'a fait qu'exprimer ses opinions pacifiquement. Fili Oussama Granzi, de tout cœur avec toi camarade, tu es notre fierté, tu as tout un peuple derrière toi, nous ne t'abandonnerons jamais. Libérer Mustafa Msaoudi. لا للاعتقالات لا للقمع ليبيري موقع عقبة الحرية لموقع عقبة وكل معتقلين الرأي والسياسة في الجزائر. Libérer Yassine Khaldi et tous nos frères de combat. Fileli Mahbasna. أطلقوا سراح علوي حسين. Stopper les convocations, stopper la répression. S'exprimer est aussi vital que de respirer. Libérer Mohamed Fouad Ben Bou Abdullah. Libérer les détenus d'opinion. Fileli Mahbasna. Voilà, libérer les détenus d'opinion, souvent malheureusement kidnappés, incarcérés tout simplement pour des posts sur Facebook. Merci à tous d'avoir été avec nous. Une pensée aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont malades. Les garçons, merci en régie de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu joindre Rachid Lahlou qui devait être avec nous, qui a donné son accord. Il n'y a pas plus qu'une demi-heure avant le démarrage de l'émission. Mais bon, on a essayé de les mettre à l'honneur avec toutes ces vidéos comme on le pouvait. Les femmes, bien évidemment, qui sont très mobilisées en cette période de coronavirus, de confinement et aussi en cette période de Ramadan, puisqu'on sait que la maman, la sœur, la jeune fille est là aussi pour préparer, participer, qui parfois, souvent, fait un petit peu plus de travail que les hommes, notamment à la maison. Je vous quitte sur ces belles images qui font un petit clin d'œil aux femmes. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, dernière semaine du Ramadan. Prenez soin de vous pour un nouveau numéro de Sans Frontières. C'est samedi prochain à 17h30 et à 16h30 en Algérie.